Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur un gros morceau, le changement climatique, mais on va le faire d'une manière un peu différente. En prenant du recul, on va faire un grand détour par le passé. Parce que, et c'est ça qui est fou, nos ancêtres aussi ont dû affronter des bouleversements climatiques majeurs. Oui, tout à fait. Et comprendre comment ils ont réagi, ça nous éclaire énormément sur nos propres défis. Alors, pour y voir clair, on va procéder en deux grandes étapes. D'abord, on regardera les fluctuations climatiques du passé, au Moyen Âge, et leurs effets. Et ensuite, on verra pourquoi le changement climatique d'aujourd'hui est devenu un tel enjeu géopolitique mondial. Parfait, allons-y. Pour commencer, je crois qu'il y a une distinction vraiment importante à faire, n'est-ce pas Evelyne, entre fluctuation et changement climatique. Exactement, c'est le point de départ. Une fluctuation climatique, c'est d'origine naturelle, alors que le changement climatique actuel, lui, est lié aux activités humaines. Et la première grande fluctuation qui nous intéresse, c'est une période plutôt clémente. L'optimum climatique médiéval. C'est ça, entre 900 et 1300 environ. C'est une période où il fait un peu plus chaud en Europe. Attention, on parle d'une hausse bien plus faible que celle qu'on connaît, mais c'était suffisant pour tout changer. Ah oui, donc si je suis bien, cet optimum médiéval, c'est une sorte de parenthèse enchantée, quoi. On peut imaginer que ça a eu des effets directs sur la vie des gens. Ah, mais complètement. L'historien Pascal Lacotte le décrit très bien. Ce climat plus doux, ça a permis de lancer ce qu'on a appelé les grands défrichements. On a gagné les terres agricoles sur les forêts, les marécages. Du coup, on a produit plus. Et qui dit plus de nourriture, dit... Plus de monde. Voilà. La population européenne a presque triplé 100 ans. On passe de 20 à 25 millions à près de 80 millions de personnes. C'est juste colossal pour l'époque. Et là, l'exemple qui vient tout de suite en tête, c'est C'est les Vikings, non? Au Groenland? absolument. Quand on pense qu'ils ont appelé cet endroit le Groenland, la terre verte, Ce qui est assez ironique aujourd'hui. c'est clair. Mais ça montre bien que, pour eux, c'était une terre viable, où on pouvait faire de l'élevage. C'était possible grâce à cette fenêtre de chaleur. Bon, cette image de la Terre verte est fascinante. Mais j'imagine que ça n'a pas duré. Non. L'histoire est rarement un long fleuve tranquille. À partir du XIVe siècle, le pendule repart dans l'autre sens. On bascule dans le petit âge glaciaire. Et là, c'est tout l'inverse. Exactement. Jusqu'en 1850, on entre dans une période de refroidissement avec des hivers longs, très rigoureux. Et les conséquences sont dramatiques. Les colonies vikings du Groenland, par exemple, sont tout simplement abandonnées. Impossible d'y survivre. Et sur le continent européen, ça se traduit par des famines, j'imagine. Oui, des crises agricoles terribles. On a des témoignages vraiment glaçants. Il y a celui de Jean-Henri Agnoto qui parle de l'hiver 1709 comme de l'année la plus cruelle. Ah oui. Le froid est tellement intense qu'il détruit tout. Les récoltes de blé et même les oliviers dans le sud de la France. Ça a provoqué une grande disette. Les autorités, comme le procureur d'Aguesseau à Paris, ont dû organiser des distributions de nourriture en urgence pour éviter des émeutes. Et ça nous amène justement à la grande rupture. Vers 1850, révolution industrielle, c'est là que les graphiques qu'on connaît tous commencent à s'emballer. La courbe de CO2 devient la pièce à conviction numéro 1. C'est exactement ça. C'est le moment où le climat cesse d'être une fatalité naturelle pour devenir un enjeu politique, un enjeu international. La science s'organise avec la création du GIEC en 1988. Pour donner des bases scientifiques fiables. Voilà. Et la diplomatie s'en empare. Le grand point de départ, c'est le sommet de la Terre de Rio en 1992 qui crée la CCNUCC. Donc c'est là que la diplomatie climatique naît officiellement, si on veut. Tous les pays qui se mettent autour de la table et qui disent « Ok, on a un problème ». C'est ça. Et de là découlent les grands accords qu'on connaît. Le protocole de Kyoto en 97 et puis l'accord de Paris en 2015. Justement, Kyoto et Paris. C'est quoi la grande différence entre les deux, en bref? Alors, pour simplifier, le protocole de Kyoto, il imposait des réductions d'émissions uniquement aux pays industrialisés, les pollueurs historiques, on va dire. D'accord, les plus anciens de la coloc, en gros. C'est un peu ça, oui. Alors que l'accord de Paris, lui, il est universel. Il ne fait plus de distinction entre pays développés et en développement. L'objectif est pour tout le monde. L'objectif de rester bien en dessous de 2 degrés C, mais le problème, c'est que l'accord est moins contraignant. Chaque pays fixe un peu ses propres objectifs. Vous mettez le doigt dessus.
C'est toute la difficulté. Et ça touche au cœur du problème géopolitique que le GIEC résume très bien. C'est la difficulté de dissocier développement économique et sobriété énergétique. En clair, tout le monde veut de la croissance économique, mais personne ne sait le faire sans consommer beaucoup d'énergie, qui reste majoritairement fossile. Exactement. C'est tout le paradoxe qu'on voit dans les COP. Vous avez des pays comme l'Inde ou la Chine qui disent «Bah, attendez, vous, les pays occidentaux, vous vous êtes développés en polluant pendant 500 ans, et maintenant vous nous demandez de sacrifier notre croissance». C'est le débat sans fin sur la responsabilité commune mais différenciée. Donc pour résumer, si on regarde dans le rétro, l'histoire nous montre que les sociétés ont toujours dû s'adapter à un climat qui leur était, en quelque sorte, imposé. Parfois avec succès, pendant l'optimum médiéval, et parfois dans la douleur avec le petit âge glaciaire. C'est ça. Mais la vraie rupture, le changement de paradigme aujourd'hui, ce n'est pas seulement qu'on est la cause du changement, c'est que pour la toute première fois de l'histoire, notre avenir ne dépend plus seulement de notre capacité à nous adapter, mais de notre capacité à maîtriser collectivement nos propres actions. C'est un défi de gouvernance mondiale, plus seulement de résilience locale. Et ça, c'est une page de l'histoire qui reste entièrement à écrire.